Samedi 10h midi, 10h midi, avec Yves Dombella et sa bande. Rien à cacher. Tous les samedis de 10h midi. Sérieusement décalé. Eh bien, la page Ahmed Bakayoko est tournée du côté de la primature, mais elle ne sera jamais oubliée. Hier, donc, nous avons eu, mesdames et messieurs, l'honneur de découvrir notre nouveau Premier ministre. C'est une confirmation puisqu'il en assurait l'intérim. Le Premier ministre Patrick Achi, donc, est en train de travailler sur son nouveau gouvernement, un gouvernement qui nous sera présenté dans quelques jours. Abidjan est pavoisé de calebasses cassées au carrefour. Makosso est très consulté pour pouvoir, bien sûr, aider les uns et les autres à rentrer dans ce gouvernement. Il nous donnera quelques noms tout à l'heure. C'est Rien à cacher, l'émission la plus nulle de la bande FM. Et ce matin, bien sûr, nous sommes le 27 mars 2021. Un grand événement est prévu à Abidjan aujourd'hui. C'est bien sûr la Nice à la nuit ivoirienne du 7e art. Et c'est pour cette raison que nous avons dans nos studios l'un des plus grands acteurs africains, couronné bien sûr et orolé de succès avec la réussite et le grand battage médiatique, la réussite médiatique également de la série Cacao. Et donc il est là, fier d'être chez lui à Sandé Fargas. Voilà, donc on a pour commencer, c'est Simon Ouedraogo, c'est ça. Simon donc est là pour nous parler d'un événement. C'est un coach en développement personnel. Il a une conférence dans quelques minutes seulement du côté donc de la zone sud. Il est accompagné par Caboret l'intellectuel. On va lui donner la parole pour qu'il puisse être justement à l'heure de l'autre côté. Alors Simon, on t'écoute. Alors bonjour à tout le monde et bonjour à tous les Ivoiriens. Je dirais ma terre de naissance. Et je suis né en Côte d'Ivoire, je dirais bien dans la forêt là-bas, à Saïwa. Et j'ai fait mon parcours. J'ai quitté l'école en classe de CM1. J'ai fait des années blanches. Et je suis reparti, j'ai repris l'école. Par la suite, j'ai divorcé avec l'école et j'ai embrassé la métaphysique, la science du cerveau, la science de l'esprit, la science de l'âme, la science de la pensée. Et j'ai fait quand même le tour du monde. Et j'ai mon World Tour qui commence le 8 mai. Et j'ai décidé de venir le lancer en Côte d'Ivoire parce que c'est là où je suis né. Et donc, je viens lancer le Coach Simon World Tour, First Edition, le 8 mai, au Palais de la Culture d'Abidjan. Okay. Donc, c'est dans ce cadre que je suis là. Et je profite de ce micro rendre hommage vraiment au Premier ministre de la Côte d'Ivoire qui a rendu l'âme. Et vraiment inviter tous les Ivoiriens qui veulent vraiment... Si c'est que les anglophones appellent see the next level of your life, if you really want to see the next level of your life, moi je vous invite le 8 mai au Palais de la Culture d'Abidjan pour un talk show neuronal jamais révélé, pour un talk show astral jamais révélé, pour un talk show, je dirais, atmique jamais révélé, parce que les hommes ont ignoré vraiment le devoir, je dirais, régalien, qui est celui-là de I am born to shine, tu es né pour briller. Mais chacun a un portable qui n'utilise pas toutes les applications. Cela veut dire également que dans ton cerveau, ce n'est pas tous les neurones que tu utilises, ce n'est pas tous les paramètres de ton cerveau que tu utilises. C'est pourquoi souvent, nous vivons la vicissitude de la vie alors que nous sommes nés pour vivre l'abondance de la vie. Et I will teach it to you. Je vais vous l'enseigner parce que ça fait des dizaines d'années que je suis dedans. Et j'ai fait mes preuves. J'ai chassé des oiseaux en Côte d'Ivoire, ici dans les champs de riz. Excusez-moi les agoutis, j'ai tué des agoutis. Mais c'est quelqu'un qui n'avait même pas un jour imaginé qu'il va dormir dans un hôtel. Je n'avais jamais pensé à ça. Mais quand j'ai découvert vraiment la science de l'esprit, la science de la pensée, aujourd'hui, je fais beaucoup de choses. En un temps d'un mouvement, j'arrive vraiment à changer la vie de plusieurs personnes. Et c'est ainsi que là où je suis né, j'ai ce qu'on appelle un devoir de mémoire. C'est une dette morale pour moi de revenir en Côte d'Ivoire, dire à tous les Ivoiriens que another life is really, really possible if you know how to use your brain. Une autre vie est vraiment possible si nous apprenons à utiliser notre cerveau. Combien de gens ont des portables? Ils utilisent 10% des applications, peut-être photos, WhatsApp, Facebook et les autres applications. Cela veut dire que les milliards de neurones qui se trouvent dans notre cerveau, c'est pas évident qu'on en utilise. Et nous sommes là pour vous montrer how to use your brain to live the life of abundance. Comment utiliser ton esprit, ton cerveau pour vivre la vie vraiment que tu es né pour vivre. D'accord. Dis-moi, tu as une page Facebook? Oui, j'ai une page Facebook, Coach Simon Ouedraogo, et j'ai une page YouTube également, Coach Simon Ouedraogo. Vous allez voir Coach Simon Ouedraogo, Coach Simon Ouedraogo.
Donc, si vous partez là-bas, vous allez connaître vraiment ce que je fais. Vaut mieux connaître les chansons d'un artiste avant de venir à son concert parce que les autres seront en train de danser pendant que toi, tu es en train de découvrir les morceaux. Donc, moi, je vous invite à ma page Facebook, Cosimo Ouedraogo. Je vous invite sur ma page YouTube, Cosimo Ouedraogo. Allez-y, jetez un coup d'œil. And you will see, you will love and see you le 8 mai. Au Palais de la Culture, Bernabé Dadier d'Abidjan pour un talk show jamais révélé. Alors, moi, j'aime comme il prononce talk show. Sinon, c'est talk show. Hein. Yeah. En tout cas, il anglicise le français, il francise l'anglais. Et tu as un numéro de téléphone puisque tu parles là maintenant? Là, vraiment, c'est l'organisation est confiée à l'intellectuel Kaboré. Oui, tu as dit quoi? Tu lui as dit? Puisque tu pars maintenant. Ah, d'accord, comme l'accent était un peu spécial. Ok. J'ai appris l'accent burkinabé, quoi. Puisque tu pars maintenant. Ok. Et là, c'est l'intellectuel Kaboré et toute son équipe qui s'occupe de l'organisation. Vous aurez tous les tickets là-bas. D'accord. Et je ne saurais quitter ce micro sans dire vraiment merci à tous les développeurs personnels de la Côte d'Ivoire parce que déjà, je ne suis pas en train de venir implanter le développement personnel en Côte d'Ivoire. Je suis là pour apporter vraiment un plus. Donc, je salue tous ceux qui ont œuvré vraiment dans ce secteur-là de connaissance de soi. Et je ne saurais les citer des noms. Je salue tous les développeurs personnels. Merci beaucoup. Tu connais l'émission? Oui, je connais. Au Burkina, vous nous avez grillé là, il y a 2 semaines là. OK. Moi, je voulais dire au Burkina, au peuple du Burkina que c'est vraiment regrettable ce qui s'est passé. C'est un peuple que j'aime beaucoup. J'adore le Burkina Faso. Je me rappelle, j'ai commencé à partir au Burkina en 96 ou 97. 96, concert de Black Soman. Après, moi, on dirait c'est moi qui gâte ton passeport. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis pas avec la Miss là. Non. D'accord, donc le concert de Kofi Olomide, Wenge Musica. C'est le pays où j'ai dormi par terre après un concert qui n'avait pas marché. Et je suis toujours parti avec le cœur dans ce pays. Et voilà, donc c'est regrettable ce qui s'est passé. Il y a toujours une dizaine de personnes qui transforment les choses autrement. Voilà, donc je me rendrai au Burkina. En tout cas, voilà, c'est mon pays. Et voilà, en tout cas. Et moi, je vous laisse penser à la langue et la bouche. Hein, donc, pensez à ça, ça va aider. La langue et les dents. C'est-à-dire, ils cohabitent, mais bon. On a sa propre langue. Et puis voilà. J'ai beaucoup d'affection. Je pense que c'est le pays africain. Vous avez fait quoi, tu vas nous fuir? Non, je prie. Du Congo, tu viens en Côte d'Ivoire, de Côte d'Ivoire, tu vas aller au Burkina. Je vais au Burkina. Je viens au Burkina. Un pays accueillant, un pays tranquille. Je viens au Burkina, je trouve le général dans un studio, donc ok, je suis enchanté. D'accord. Voilà. Ton peuple t'attend, frère. On va faire le tac show. Je dirais bien jamais révélé. Jamais. En tout cas, merci infiniment d'être passé, Simon Ouedraogo, donc coach en développement personnel. Merci infiniment. Merci et bonne chance. Donc merci pour la montre. C'est l'original? Yeah. Bonne chance à ton projet. Voilà, Lama donc assure la réalisation. Nous sommes en direct sur NCI. Je voulais saluer, et je suis très heureux de recevoir mon frère. Il est à Abidjan à la faveur donc la dédicace d'un livre qu'il a commis. Voilà, donc journaliste, homme des médias. Je crois que c'est l'un des rares qui a eu la chance exceptionnelle de commenter les plus grands événements footballistiques de la planète. Il est avec nous, ami de footballeur, ami personnel de Samuel Eto'o notamment. Voilà, donc vous avez l'homme par qui vous devez passer si vous voulez toucher Samuel. Voilà, c'est lui, Martin Kamumim, qui est donc voilà, là, dans une humilité incroyable. Comment vas-tu, Martin? Ça va très bien. Tu allais très tiré. Je suis plutôt comment je vais dire ça, en préparation psychologique par rapport à ma dédicace de tout à l'heure. Elle est prévue pour quelle heure? Elle est prévue pour 14h à la FNAC Cap Sud. Oui, donc ce sera vraiment un grand moment puisque tu as fait un grand battage médiatique. Alors, le livre de Martin, c'est Debout. Et Debout parce que la Martin, caméra est où, là? Voilà, Martin a une histoire particulière. Martin est handicapé. Tu sais quel est le thème qui te choque, handicapé ou infirme? Les deux termes me choquent. Ok. Je n'aime pas infirme, je n'aime pas handicapé parce qu'en réalité, les coller seulement aux personnes qui ont une question de mobilité, ça me pose un problème. Parce que quand on dit qu'on est handicapé, c'est qu'on ne peut pas faire totalement quelque chose, mais c'est juste des jambes qu'on ne peut pas utiliser. Et c'est pour cela que pour moi, l'expression à mobilité réduite
est l'expression la plus la plus utilisée, la plus adaptée. Ça, c'est en Europe. On utilise beaucoup ça. C'est en Europe. Oui, ici même, on dit même le boiteux pour. Ah oui. Voilà, donc. Ouais. Écoute, mais tu n'es pas né infirme. En tout cas, tu n'es pas né à mobilité réduite. Non. Tu es né normalement. Oui. Ok, raconte-nous un peu. Alors, je nais normalement et à l'âge d'1 an et demi, mon père nous envoie en vacances au village. Okay. Au village, il se trouve que je commence déjà à marcher à l'âge d'1 an et demi et on fait déjà les premiers pas. Et un matin, je n'arrive pas à me lever, je pleure, je crie dans le lit et tout le monde vient réaliser que je suis totalement broyé. Ouais. Je peux plus me lever, je marche pas, je suis comme un tas d'os regroupés. Et puis Attends, ex nihilo. Oui, en fait, ex nihilo pour moi, mais après pour ma grand-mère, c'est que c'est une affaire de serpent boa qui est venu m'avaler. Pour mon père, c'est une affaire de poliomyélite. Et donc, c'est également l'affrontement entre deux thèses sur la modernité et la tradition. Ma grand-mère me dira qu'elle a vu des traces de boa avec des écailles. Non. Oui, absolument, jusqu'à un trou où sa course s'est arrêtée. Et elle a accusé un monsieur voisin qui était là et qui était soupçonné d'avoir justement un boa. Alors, c'est comme cela que je suis frappé. Je peux plus marcher, je peux plus rien faire. On me balade d'hôpitaux en hôpitaux, de guérisseur en guérisseur. C'est à quel âge? 1 an et demi. 1 an et demi. 1 an et demi. Et de guérisseur en guérisseur, on n'arrive pas à trouver la solution. Parfois, je fais des crises qui donnent l'impression que je suis mort. Je respire plus. On me déclare même mort. Non. On me demande à ma maman juste d'attendre quelques temps avant de... Ça, c'est à l'hôpital? Oui. Ouais. On estime que je ne peux plus vivre, que là, maintenant, c'est bon. C'était la dernière salve. Et puis, une maman, elle me tient dans ses bras. Elle voit que j'ai des petites respirations qui viennent de temps en temps. Et finalement, je ne meurs pas. Et me voici à Abidjan avec vous. À quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aurai 48 ans le 5 octobre 1900, le 5 octobre qui arrive, parce que je suis né le 5 octobre 1973. Ok. Mais enfin, comme tu es Camerounais, on ne t'a pas donné tout, hein? Pourquoi? Non, il dit que tu allais à Kumba. Il sous-entend. Mais c'est pas gentil. On n'est pas là pour être gentil. Mais tu sais que je ne connaissais pas. Et puis, Yves m'a parlé de toi, il m'a remis le livre, je ne connaissais pas. Donc, et après, j'ai vu le reportage qui est passé sur une chaîne de... Alors, est-ce que tu as écouté la Coupe du Monde de 2014? 2014. Il n'est pas très football, hein. Lui c'est... 2014 avec Martin, avec un Ivoirien qui s'appelle Ricardo Zama. Martin, Oui, Ricardo Zama. il est baseball, lui. Il a commencé en 2010. Baseball. On peut mettre le baseball en Côte d'Ivoire. Avec un I quelque part, un I qui se balade quelque part. Non, alors, je vois, j'ai dit... L'événement est trop important pour ne pas être salué. Je voulais saluer le retour de mon frère Moses Djenko après un mois de grève. Non, c'est 2 semaines, Yves, quand même. Le grand frère Sandé. Voilà. Tu connais ton gars là. Il a une belle voix. Hein. Non, mais je sais, toi aussi. Le gars là, j'ai dit, comme ça. Un mois de grève. Il dit, papa, tu n'as pas été solidaire. Non, laisse tomber. Je viens pas. Je traverse une période difficile en ce moment. La Yako. Côte d'Ivoire traverse une période difficile. Yako, tu la connais, c'est la perte de notre Premier ministre. Bien sûr. Avec qui j'avais des liens assez spéciaux. C'était un frère. Tu m'as dit ça. Je me suis retiré un peu de l'antenne juste pour. Bon, la première semaine, il y a eu une raison. Ouais. Et puis après, la deuxième semaine, il était bloqué à Daloa. Non, mais c'est ça. C'est Martin, Camus, Mime. Voilà, ces gens, on passe. Voilà. C'est Nicolas Calam. Merci. Alors, avant 2014, où il était. Alors, je vais t'expliquer. Moses Djenko, je ne sais pas si tu connais Moses, tu ne connais pas Moses Djenko. Non, mais je l'ai souvent vu à travers puisque je regarde le petit écran. Voilà. À l'écran. Alors, Moses Djenko, c'est pour moi, c'est vraiment l'un des plus grands journalistes culturels de Côte d'Ivoire. Moses Djenko est celui qui a apporté. C'est confirmé. Voilà. La voix confirme. Alors, Moses Djenko est celui qui a amené en Côte d'Ivoire le style potin, et puis les infos sur les stars, des choses comme ça. Voilà. Donc, les petites molécules d'information, c'était ça qui marchait à l'époque. Maintenant, et tu dis quoi, la petite quoi? Molécules d'information. Bon, d'accord. Et donc, Moses, c'est mon frère. Et quand j'ai eu l'idée de concevoir Rien à cacher, il y a 16 ans, j'ai appelé Moses Djenko. Et voilà donc la belle aventure
continue. Voilà. Donc, René Caché a 2 papas. Martin Camus Mime. J'accepte. Alors, je ne suis avant pas égoïste. 2014, où il était avec Galozama, notre compatriote. Non, je voulais juste expliquer que lui, tu vois, il vient d'avoir le livre. Il va te l'ouvrir à des pages au hasard. Hein. À la page 27, je l'ai même pas. Alors, Martin Camus, tu dis... Je viens de découvrir. Non, sérieux. Alors, Camus Mime, en 2010, ça a été quand même, on va dire, une grande réussite pour toi. Parce que sorti de ton handicap, aller chercher les ressources en toi et te retrouver en train d'animer, présenter la Coupe du Monde. La finale. Le premier Africain à le faire, ça a été quand même un moment très fort pour toi. Oui. Une grande fierté également pour le continent parce que c'était une affaire des Blancs, cette affaire. Oui. En fait, avant 2010, avant la Coupe du Monde 2010, la compétition était commentée par des journalistes européens qui étaient installés en Europe et qui commentaient pour l'Afrique. L'URNA. L'Union nationale des... Et c'est eux qui commentaient pour les télévisions africaines. Il se passe qu'à l'approche de la Coupe du Monde de 2010, la première organisée interafricaine, la FIFA a lancé un programme gagnant en Afrique avec les Africains et dit à l'URNA, vous ne pouvez plus continuer à faire diffuser des matchs en Afrique commentés par des journalistes Blancs, européens. Cherchez des Africains qui sont capables, même si on doit les former, on va le faire. C'est comme cela qu'on fait un casting en Afrique et je suis parmi ceux qui sont retenus et j'ai la chance d'être le premier commentateur africain d'une finale de Coupe du Monde avec des pieds cassés totalement. On imagine l'émotion qui était envahie là. Oui. Parce que j'ai pleuré le 10 juillet, c'était le 10 juillet 2010 au Soccer City de Johannesburg. Lorsque j'ai terminé le match, j'ai éclaté, j'ai craqué, je pleurais dans tous les sens. Wow. Et je me demandais comment j'ai fait pour être là. C'était un grand moment parce qu'en plus, je regardais autour de moi dans la tribune de presse, il y avait que des mecs de 60 ans et plus. J'avais à peine 35 ans et je me demandais comment j'ai fait pour être là. Et bien, c'est la question que je vais te poser. Martin, on attribue beaucoup ton introduction facile dans le milieu à ta connexion avec Samuel. Ouais. Mais ce que je vais dire, c'est que ma connexion dans les milieux du foot, dans les milieux audiovisuels, je vois même pas avec le foot, dans les milieux du foot, peut-être le fait que j'ai fréquenté des grands stades, j'ai vu des grands matchs, des Champions League et autres, mais en termes de commentaires, on a fait en 2010 un casting dans toute l'Afrique. On s'est retrouvé à Paris avec environ 150 ou 200 journalistes africains. Il y avait des Ivoiriens, des Sénégalais, des Guinéens, et tous étaient là-bas. On a fait un casting et je suis sorti premier. Gagnant, gagnant. Et puis c'est comme ça qu'on m'a retenu. Il n'y avait pas de Samuel Eto'o qui jouait à l'Inter à l'époque et qui, je sais pas s'il a la ligne directe de CFI ou de Canal Plus pour leur dire choisissez mon mec. Mais non. Mais non, attends, on achète de te suivre quand même sur les chaînes de télé, notamment au Cameroun. Mais tu as la qualité, Yves. C'est vrai qu'il parle il a du talent. Le piston, peut-être le lobbying de Samuel Eto'o, mais quand il a dit qu'il n'a pas le lobbying de Samuel Eto'o. Non, même s'il a le lobbying de Samuel Eto'o, il a quand même la qualité. La qualité seule suffit pour te catapulter à ce niveau-là quand même. Oui, mais moi, j'ai prouvé que j'étais le meilleur. On a fait des tests, on a refait des tests. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait les premiers tests, on estime, les responsables de CFI et de Canal Plus estiment qu'il faudrait qu'on refasse des tests parce que, compte tenu de mon état, on voulait être sûr qu'il n'y a pas une autre solution que moi. Parce que moi, je devais être difficile à gérer. Il fallait une logistique particulière pour pouvoir me gérer. Et on a refait quasiment le casting à l'approche de la Coupe du Monde et on a vu avec des personnes différentes parce que le premier casting était fait par Philippe Doucet, Grégoire Margoton, Philippe Doucet de Canal et autres, de Canal. Philippe Doucet qui est très proche de toi. Hein. Oui. Après, il est devenu proche de moi parce qu'il me connaissait même pas avant. Après, on a fait venir Carl Olive qui était l'ancien directeur de Canal Plus. On a refait les mêmes tests avant la Coupe du Monde et il leur a dit vraiment il y a rien à faire. Ce mec. Souvent c'est triste parce que les Philippe Doucet c'est pas moi c'est pas les patrons en la matière pour venir caster des Africains qui ont quand même un peu de coffre. Je me dis comme eux ils ont le truc, c'est pour ça, sinon quand même. Oui, mais la FIFA avait confié la tâche à l'Union africaine de radiodiffusion et qui avait sollicité Canal+. Canal+ était venu avec ses experts, dont Philippe Doucet, Grégoire Margoton, Jean-Jacques Amsalin, François Charles Bidot, c'était des formateurs, et puis Eddie Hamel. On a donc pu... de grands noms. Ils ont casté, ils ont dit, Martin, c'est... Mais et au niveau du ton, parce que les Camerounais, ils ont quand même un accent. L'accent. Il n'a pas d'accent, il parle avec... un peu d'accent. Un peu d'accent. Mais c'est ce qu'on recherche.
une intrusion dans Oui, cette discussion. vas-y, grand, vas-y, grand. Tous les peuples du monde ont un accent. Absolument. De Marseille à Lyon, vous n'avez d'accord. pas le même accent. De Paris à Limoges, vous n'avez pas le même accent. Que les gens arrêtent de nous fatiguer avec nos... Et d'ailleurs, Voilà. et je suis tellement d'accord avec lui que lorsque je suis casté et que je fais la Coupe des Confédérations, il y a un responsable de CFI qui vient vers moi, j'étais avec Grégoire Magoton, qui me dit, oui, mais Martin, le problème avec toi, c'est que tu es très bon, mais tu parles pas comme un Africain. Elle me dit que j'ai pas d'argent, je suis fauché pour l'entretenir. La furie, yeah. Ma jolie chérie, ma jolie chérie, ma jolie chérie, ma jolie chérie, ma jolie chérie. Elle me dit que j'ai pas d'argent, je suis fauché pour l'entretenir. La furie, yeah. Elle a trop d'envie. Avec mon arrive pas s'épanouir, impossible pour moi de la retenir. Je veux brasser des millions, je veux bien grossir. Qui va profiter de mon argent et mes frères aussi. Elle peut me dire, mais quand je la vois avec son Jakarija, j'ai peur de saigner. À la risée, bon, c'est ma chérie. Ahmed Koumoua. Ma jolie chérie, regarde son beau sourire. Elle me dit que j'ai pas d'argent, je suis fauché pour l'entretenir. La furie, yeah. Là, tu as dit au quartier que tu es là. Ouais. Alors, ce qui est impressionnant, Alors là, la c'est- nouvelle coiffure, là, c'est à coûter. Hein. Ouais, t'as fait écouter, ouais. ce qui est impressionnant, ce qui est impressionnant, c'est que j'aime voir les artistes au début. C'est ton premier single, c'est ça? Hein? Ouais, c'est mon deuxième. Deuxième ton single. deuxième single. C'est ton deuxième single. Est-ce que tu as fait des radios avant celle-ci? Ouais, mes radios. Ah, c'est sa première C'est ta radio. première radio. Ouais. Alors, j'adore voir parce que Yves Le Poulpe, vas-y. ouais, en 30 ans, en 30 ans de métier, j'adore voir les artistes à leur début. Ils sont gentils, respectueux. Il m'a salué au moins 10 fois. Bonjour grand frère. Et puis quand le succès passe par là, Ouais, parce que tu en sais beaucoup. Hein, c'est quelque chose. mais toi c'est aussi vrai. tu sais. Ouais. Quand le succès passe par là, c'est comme ça, hein. c'est le manager qui vient te dire, il y a l'artiste qui est là-bas, il t'appelle, il te salue. Bon, on est là, c'est pas grave. On est là. On est à l'aéroport. Les gens décollent, quand ils atterrissent, on est là encore. Mais vraiment, en tout cas, merci d'être venu. Rien à cacher, c'est l'émission de promotion de la jeunesse, des artistes, voilà. Et accroche-toi, le métier est dur. Hein. Ouais, voilà. Donc, on est là pour vous. Hein. Ne vous inquiétez pas. Si un artiste a besoin de promotion, c'est gratuit. On reçoit gratuitement nos Il n'a invités. rien payé, hein. Voilà. Voilà. Première radio, on est très heureux. Et dans quelques temps, tu iras dire que oui, c'est grâce à telle radio, telle télé que tu as percé. Bon. Oui, parce que le TNT, c'était passé par ici en première radio. On les reçoit tous ici. En tout cas, on est très heureux. Et puis, bonne chance. Tu es avec nous de toute façon. Et un message d'Ahmed Koumoua, donc pour Ascendé Fargas, pour qui il a un profond respect. Et on vient de m'annoncer, c'est bizarre que j'ai pas vu ce film, Arsène Lupin voilà, comment il s'appelle? Vano passe le micro au grand frère Ascendé Fargas. Arsène Lupin, Ouais. tu es le papa d'Omar Sy. Oui. Waouh! Comment tu arrives dans un film d'Omar Sy? Eh ben bon, il y a une somme de choses faites depuis un certain temps et puis voilà, et les gens regardent, ils suivent un peu la trajectoire des comédiens et ça se trouvait que j'étais sur le tournage de Cacao quand j'ai reçu un message où on me demandait de participer à un casting à Paris. Ouais. Et ils ont dû attendre. Tu savais pour qui déjà c'était? Non, ça ne Ok. savais pas. Je savais pas du tout. Ouais. Voilà, ils ont dû m'attendre un mois. J'arrive, je fais le casting et puis je tombe sur Lupin. Et je connaissais l'ouvrage parce que ma première lecture, ma première possession de livre en main comme ça, c'est L'Aiguille creuse de Maurice Leblanc que j'avais piqué dans une poubelle d'espace au plateau quand j'étais à l'école de la RAM. Donc ça faisait une coïncidence. 45 ans plus tard, on m'invitait à être dans Arsène Lupin, à être le père de ce Lupin-là qui se trouve être noir. Et c'est quand j'ai été retenu que j'ai su que je devais être le père de Omar Sy. Ouais. Et ça a été un superbe moment de partager. Accusé d'avoir volé un bijou, si je me trompe. Oui, absolument, au Louvre, voilà. Et c'est un prétexte aussi pour travailler sur la lutte des classes qui est aujourd'hui le nouveau racisme, parce que ce n'est plus une question de noir et blanc, c'est plutôt tu as de l'argent, tu n'en as pas, et aujourd'hui, et voilà. Et ça a été un grand moment pour moi de me retrouver donc à partager la scène avec les sommités de la comédie française. Moi, je suis simplement pédagogue à l'Académie des théâtres de Limoges, mais j'étais loin d'imaginer que j'allais être dans cette série qui a gardé
gardé la première place au box-office aux États-Unis, dans toute l'Amérique, en Amérique du Nord. Et la dernière interview que j'ai accordée avant de venir ici pour la Nissa, c'est une chaîne indonésienne. Voilà, donc je vais remercier Kabirou qui est notre assistant, c'est lui qui gère justement tout ce qui est logistique pour cette information. C'est vraiment fabuleux. Humainement, il est gentil, Omar Sy, c'est quelqu'un de chaleureux comme il est à la télé. Absolument, comme il est à la télé, il a passé tout le temps à m'appeler papa, on a rigolé pendant tout le temps. Et c'est un honneur parce que son film d'avant cette série, c'était Intouchable. Intouchable, où il a cartonné. Intouchable, la mère de Omar Sy se trouve être une comédienne ivoirienne que j'ai formée moi, qui m'appelle tout le temps affectueusement papa, Sali Kamaté. Comme Sali quoi, Kamaté, la Côte d'Ivoire environne Omar Sy dans sa trajectoire. On l'avait invité à un moment donné à Abidjan pour le gala, donc Children of Africa, mais il n'était malheureusement pas disponible. Et je sais que ça va se faire, ce voyage d'Omar Sy en Afrique. Je sais qu'il est très pris, j'imagine. Et tu vas le confirmer. Aux États-Unis maintenant, mais ça va se négocier. Je pense que Omar, il est bien français comme tous les Français, mais il a un cœur tellement africain que s'il est libre, il n'hésitera pas à partager son expérience avec les pays d'Afrique. Les pays d'Afrique. Makosso Kami, tu es l'homme qui fait les actualités. Moi, je suis vraiment impressionné de voir comment je t'ai dit tout à l'heure hors antenne que tu as 7 vies. Parce qu'au moment où on croit que Makosso est mort, enterré, c'est fini, le buzz Makosso, la légende Makosso, tu rebondis. Le Sphinx. Là, l'autre jour, on a vu des images d'une femme ensanglantée qu'on a présentée comme ton épouse, que tu tabassais. Je ne sais pas comment tu as réagi puisque je suis pas très réseaux sociaux et la vidéo où Chris Yapi, l'homme le plus recherché à Abidjan en Côte d'Ivoire, parle de toi en publiant l'élément que tu as involontairement donc permis aux Ivoiriens d'écouter et on s'est dit Makosso il va se cacher et là tu reviens très fort avec un direct de je sais pas combien de personnes qui ont regardé 32 000 personnes. Alors d'où tu tires ça? Tu vas nous dire c'est la prière, mais en dehors de ça, est-ce que tu pries? C'est pas une question de prière. Ouais. Je vais vous dire tout simplement que la force de conviction alors. Je sais qui je suis. Donc tu sais d'où tu viens aussi. L'opinion de l'autre, donc je sais qu'il ment, ne peut pas influencer ma vie. Mais on t'a entendu au téléphone en train de griller le ministre Sidiki Konaté. Attendez, soyons sérieux. Ouais. Quelqu'un publie un audio privé de moi dans lequel je dis je souhaite rencontrer le frère du président parce que nous étions à l'orée des élections présidentielles. Tu as oublié d'éteindre ton téléphone. Pardon? Tu as oublié d'éteindre ton téléphone. Non, laissons ça. Non, mais il faut répondre. C'était fait exprès ou bien tu as... C'est pas fait exprès. Les pasteurs m'ont dit, Joe, en à l'orée des élections présidentielles, nous les églises évangéliques, on nous met toujours à l'écart. On veut manger aussi dans l'affaire. Donc Camille Makosso, comme tu es plus proche des gars du pouvoir, crée la rencontre entre nous et le chef de l'État. Donc je rentre dans mon réseau. Voilà, je contacte qui je peux contacter. Oh, j'en parle au Premier ministre, en paix à son âme. Il me dit, bon écoutez, moi je vais prendre le soin de m'occuper du dossier personnellement, mais ça tardait un peu. Donc il y a le ministre Konaté Sidiki qui m'a dit non, il y a le frère du président qui t'admire bien. Donc il me parlait de cela depuis 2-3 mois de cela. Il m'a même dit non, le frère du ministre veut te remettre au moins 1 million chaque fin du mois pour ta connexion internet et autre chose que j'ai dit non, ça vaut pas la peine et autres. T'as refusé? Non mais attendez, 1 million Makosso quand même, seront sérieux. Je vais faire quoi avec 1 million? C'était trop bas. Non, c'est vrai. Pas fait des bails où j'ai dit je ne veux pas. C'est vrai. Parce que je ne veux pas, je suis un rebelle, je ne veux pas qu'on me contrôle. Donc quelques jours plus tard, je me rends compte que je l'avais amené l'audio. Et quand Chris a pu faire sortir l'audio, comme si c'est après la mort du Premier ministre que Makosso vient aller faire allégeance. Mais attends, c'est une destruction. À partir de là, tu n'es plus crédible. D'où ta réaction? Donc je me rends compte que j'avais amené l'audio. Mais à qui? Je regarde dans ma liste de tous les gars qui j'ai mes marmailles. Et quand je tape dans mon WhatsApp frère du président, je me rends compte que j'ai amené les audios à j'ai parlé avec ça à 2 personnes. Le conseiller du président chargé des cultes et le ministre Konaté Sidiki. Donc je lis maintenant tous nos audios. Et je retombe jusqu'au 28 juin. Et je me rends compte que c'est à lui que j'ai amené l'audio. 28 juin 2000. 28 juin 2020. 2020, pardon. Et Chris Yapi dit,
c'est après la mort du ministre Ahmed Bakayoko. Oui, donc on a la preuve tangible que nous avons en face de nous un menteur. Quelqu'un qui dit qu'il ne ment pas, j'ai attrapé qu'il ment. Donc ses testicules étant dans ma main, mon frère Jokou fallait me défendre. Oui, mais il y a un en me défendant, maintenant ça, on est dans une bagarre. Oui. Il y a des coups, il y a des balles perdues. Maintenant ça a fait des conversations où ça a fuité la scène. Est-ce que, Élisée, juste, parce que tu sais, moi j'oublie vite. Est-ce que si on touche du bois, si le ministre Sidiki Konaté sortait du gouvernement, est-ce que tu ne te rends pas compte de peut-être la haine qu'il pourrait y avoir? Non, c'est pas une question de sortie du gouvernement. On lui souhaite de rester dans le gouvernement. De toute façon, il est très gentil. Voilà, donc c'est une question d'abord de savoir pourquoi Chris Yapi a diffusé cet audio. Est-ce pour faire couler le ministre ou est-ce donc c'est à eux maintenant de répondre? Mais puisque ton direct, moi on m'accuse de quelque chose que je n'ai pas fait, je me défends. Non, tu as envoyé ça à 2 personnes. Makosso, tu étais en... À qui a envoyé à 2 personnes? Mais tu dis que tu as envoyé ça à Sidiki et puis au conseiller du président chargé des cultes. Je précise que j'ai parlé du frère du président avec 2 personnes. Mais l'audio tu as envoyé à qui? Au ministre qu'on a décidé. Non, c'est que c'est lui qui a envoyé. Non, attendez, vous savez. Attention, nous avons le temporaire. Ok. Pourquoi? Ah bon? Il dit quoi? Il dit que la DST nous écoute, que Makosso n'a qu'à aller doucement. Ouais. Voilà, donc on est vraiment très heureux. C'était la pause pipi pour tout le monde apparemment. Sauf moi. Non, si moi, j'en ai profité. Ah bon? Ouais, non, sauf lui. Moi, je suis pas parti. Ouais, mais tu sais, Yves, hier, bon, ce que je voulais dire là, c'est un peu truc, mais bon, il faut que je dise. Ouais. Quand j'ai vu le reportage sur la télé, moi je te connaissais pas. Reportage de qui? Ton reportage à la télé. Non, j'étais là, j'ai dit, mais c'est lui qu'il nous envoie demain, mais il sera en retard. Pourquoi? Non, parce qu'il est. Voilà. Et puis après, je me dis, mais il sera à l'heure. Donc je viens, c'est le premier ici. Ouais. Et on m'a raconté que. C'est un Européen. On m'a raconté que cette question, on te l'a posée, tu as dit que tu étais tout le temps, je pense que tu prenais. Même dans le reportage, tu étais. À l'époque, ouais. Radio-Télévision Équipe. Voilà, tu étais tout le temps. Chef service des sports. 6 étages. Oui. L'immeuble avait 6 niveaux. La radio, sans ascenseur. Oui, sans ascenseur. La radio était au 6e. Et moi, j'étais toujours à l'heure. J'étais toujours à l'heure. J'étais le premier, je faisais une émission à 6h30. Aux 4h30, 5h, j'étais déjà assis et tout le monde me trouvait assis. Ouais. Et des collègues ont même fait une sorte de défi pour me détrôner. C'est-à-dire pouvoir arriver avant moi. Ils n'ont jamais. Et ils n'ont jamais compris comment moi je faisais toujours pour arriver. Mais à quel moment tu as commencé à marcher? Tu as commencé à remarcher? À l'âge de 7 ans. 7 ans. À l'âge de 7 ans, on me donne un bâton. Je marche avec un bâton. Ouais. Après, le bâton, je le trouve ennuyeux. Ok. Encore que c'était une béquille mal taillée, c'était un bois qu'on prenait au champ. Ok. Je l'ai abandonné. Et j'ai donc commencé à tenir ma jambe pour pouvoir marcher. Ben voilà, et c'est comme cela que c'était un exercice difficile parce qu'il fallait que je marchais pas très vite, il fallait que je prenne le temps. Aujourd'hui, c'est encore plus difficile avec un peu de poids, vous savez, avec tout ce qu'on mange. C'est pas toujours de l'argent. Moi, ce qui me subjugue, c'est la force d'aller chercher en toi, la force de remonter la pente, te retrouver à l'école et suivre les cours comme tout le monde. Et réussir à l'école et te retrouver en train de faire un métier particulier. À l'école primaire, mon père avait imposé un service de car à mes frères qui me portait sur le dos pour m'amener à l'école parce que je ne pouvais pas marcher. Ils avaient donc la responsabilité de m'amener et de me ramener le soir. Et après, j'ai eu un tricycle pour pouvoir marcher. Mais je voudrais dire que ma principale force est venue de ma famille parce que la famille joue un rôle très important dans ce genre de situation. Ma famille m'a aimé, ma famille m'a montré l'amour et j'ai saisi la balle au bon et donc le reste est venu naturellement. C'est vrai, il y avait beaucoup de vicissitudes. Si je dis à Yves Dembella que je suis entré dans une chambre avec une nana qui m'a dit je ne peux pas coucher avec un handicapé, vous allez croire à ça? Ah ouais. Non. Ah ben voilà. Ouais. On parlera de ça parce que dans ton livre justement tu parles de ça, de ta première relation sexuelle. Tu parles également des situations gênantes où par exemple ne pouvant pas arriver aux toilettes, tu défèques sur toi-même, des choses comme ça. Et je trouve que tu as eu beaucoup je dirais pas tu as eu beaucoup comment dirais-je encore, de franchise, de sincérité, parce qu'il y a des sujets normalement
évidemment que certains par pudeur gardent. Et là, tu as vraiment cassé la baraque avec ce livre. Debout. Il sera en dédicace donc tout à l'heure à 14h du côté donc de Cap Sud. La FNAC Cap Sud. Voilà. Il me rappelle, c'était Jean-Philippe Riquiel. Ouais. Et on en profite pour saluer Jean-Philippe Gouette qui est là, qui est avec toi. Jean-Philippe Bell, oui. Ouais, Jean-Philippe Bell qui est là. Donc je sais pas pour... Riquiel, tu le connais, l'aveugle musicien qui est le fils de Sonia Riquiel qui accompagne Salif Keita dans ses différents albums. Je l'ai décidément baptisé. Hein. Jean-Philippe Riquiel et puis qui accompagne Salif Keita. Maurice Kanté également. Il joue du clavier. Alors, c'est bien que tu me dises que tu as retrouvé ta motricité, disons, l'usage de tes jambes, du marché à 7 ans, parce que moi, je te connaissais pas avant. Et je t'ai connu justement avec cette médiatisation dont tu étais l'objet, les chaînes de télévision et puis tes passages. Et on m'a dit, il doit tout à Samuel. C'est grâce à Samuel qu'il a retrouvé justement la marche, l'usage de ses jambes, ainsi de suite. Voilà. Donc, oui. Donc, quand tu dis que tu as retrouvé à 7 ans, effectivement, on est loin de la période où tu l'as connu. Non, très loin. Par contre, en 2012, j'ai un accident incroyable qui m'arrive en 2012. Je suis déjà diminué, je ne marche pas bien. Et ma jambe d'appui... Accident de la circulation? Oui, non, pas ma jambe d'appui. Accident domestique. Je suis debout et ma jambe d'appui lâche. J'ai une fracture complète. Non. Oui, du fémur. Du fémur gauche. Et Samuel me fait évacuer, évidemment, à Barcelone. Donc, c'est cet épisode que les gens ont retenu. Oui, c'est cet épisode qui me fait évacuer à Barcelone. Et je suis pris en charge à la clinique Quiron, qui est l'une des plus grandes cliniques de Barcelone, pendant 4 mois. Et donc, je reviens. C'est après donc cet épisode que je crois que les gens ont retenu. On parle de, tu dois ta marche, justement, Samuel. Alors, la rencontre avec lui, Samuel, il paraît aussi, hein, moi j'aime bien quand j'ai quelqu'un lui parler de ce qu'il se raconte, il paraît aussi que les débuts ont été très houleux. Oui, très tendu. Raconte-nous. Il paraît que tu as fait un article sur lui, tu as fait un truc sur lui, il a très mal apprécié, et les gens sont arrivés chez toi. Parce qu'il est pour te menacer également dans la presse écrite, Radio presse écrite, Alors, il se passe que je suis l'un des journalistes réputés être très critique. Ça se sent parce que je reçois tes posts le matin. Il me rappelle un peu, c'est un Rémi Ngono. Non, lui il est pimenté, mais sauf qu'il est gentil un peu. Rémi Ngono, c'est lui le trash. Dans la presse camerounaise, je critique beaucoup la gestion du football. Et lorsque Samuel jouait à l'équipe nationale, j'étais extrêmement critique par la méthode de gestion, par la façon de faire en équipe nationale. Et il trouvait que j'en faisais un peu trop. Il trouvait que j'en faisais un peu trop. Et parfois, je leur disais, mais vous les stars, c'est pas comme ça. Et donc, j'ai même fait des trucs qui le concernaient personnellement. Alors, Samuel avait toujours l'impression que peut-être quelqu'un nous demandait de le faire pour saboter l'équipe nationale. Jusqu'au jour où il a remarqué qu'il y avait des pratiques donc il n'avait pas qu'il a dénoncé lui aussi de ces pratiques. Il découvre, il y a des vols d'équipement, il y a les détournements d'argent. Il se rend compte que tout ce que j'ai eu à dire depuis de très longues années était vrai. Alors un jour je suis assis, ils sont en regroupement, je suis assis à l'hôtel Montfébé. Il monte, il me trouve, il vient, il s'assoit avec moi. Et il me dit, mais frère, mais toutes ces récriminations ne sont pas nouvelles. Je dis, mais il me dit... C'est lié un peu à l'histoire du football camerounais. Trop de coups bas, trop de bagouilles. Mais là, c'est un rapport avec Samuel. Il me dit, mais vraiment, je vais te demander de m'excuser parce que je viens de me rendre compte que tout ce que tu as toujours eu à dire sur la gestion, mais ces gars, c'est des voleurs. Je lui dis, tu vois, je t'avais toujours dit. Et... quand il y a un incident avec le journaliste camerounais Philippe Boni, en fait, qui a été frappé, tabassé. Samuel entre dans l'incident parce que les journalistes décident de boycotter la conférence de presse parce qu'ils estiment que il y a des attitudes de la fédération qu'on n'accepte pas. Ils en ont après le capitaine. Et Samuel réagit, vous pouvez pas parler à mon capitaine comme ça. Et quand il s'assoit, il me dit, il y a beaucoup de choses et j'ai envie que tu me fasses une interview pour que je dénonce aussi ce que tu as toujours dénoncé. C'est là où nos rapports s'harmonisent, il y a plus d'orage et on commence à parler parce qu'on a
désormais un même combat, Ok. dénoncer un certain nombre de choses, de pratiques mafieuses qu'il y a dans le football camerounais. Ouais. Et donc, on devient très proche. Mais Samuel, je le connais depuis qu'il joue à UCB. Moi, je suis jeune journaliste, je le vois grandir. Et là, c'est là où nos rapports... UCB, c'était l'académie, ou l'académie de football. Aujourd'hui, on lui attribue également la radio que tu as, RSI. Oui, mais parce que Samuel a mis la main dans la poche pour que je puisse monter cette radio. Ouais. J'ai fait le tour de tous les hommes d'affaires camerounais qui étaient proches culturellement, ethniquement de moi. J'ai fait le tour des hommes d'affaires qui avaient de l'argent. Je suis allé voir des gens pour leur expliquer mon projet. Je leur ai dit, moi, je veux bâtir une radio de sport parce qu'il n'y en a pas au Cameroun, il n'y en a pas en Afrique. Personne ne m'a RSI, écouté. le nom de la radio. La seule personne qui s'est arrêtée pour m'écouter, c'est Samuel. On peut lui reprocher plein de choses, mais ça, on ne peut pas lui reprocher de m'avoir écouté, de m'avoir donné la possibilité de monter cette radio. Ouais. Il est ton invité à ta dédicace tout à l'heure à 14h. Oui, il a attendu. J'espère qu'il sera là. Ouais. Parce qu'il est. Il était là la semaine dernière. Tous mes GPS sont activés. Alors, je n'arrive pas à le capter. Le journaliste si trash. Est-ce qu'aujourd'hui, Samuel, toi qui t'a permis d'avoir sa radio, tu peux permettre de le critiquer aujourd'hui sur ta radio? Alors, ce que je vais vous dire. Voilà, ça tombe bien, Moses. Ce que je vais vous dire justement, c'est que quand il y a des débats d'opinion, je ne sais pas s'il y a une radio qui anime une émission qu'on appelle Gueule de sport, où des gens s'asseyent, ils disent ce qu'ils veulent, et là-dedans, ils brocadent ça. Et parfois, ils m'appellent, me disent, mais il paraît que à la radio, on a dit un truc me concernant. Je lui dis, oui, c'était une émission de débat, il y a tel qui a dit telle chose, tel aussi a dit telle autre chose. En fait, Samuel décide de m'accompagner. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que je le dise aussi. Ouais. Il me dit, je constate qu'il y a trop de fake informations. Ouais, des fake news. De fake news. Comment vous, les journalistes, vous arrivez à dire des choses qui ne sont pas vraies? Et il me dit, moi, je vais t'accompagner avec l'espoir. Je te demande une seule chose. D'être vrai. Dis la vérité, même si elle me concerne. Tu peux au moins avoir mon avis et dire ce que moi je pense de cette vérité que tu veux balancer sur moi. Mais vous ne pouvez pas faire le procès des gens. Vous ne donnez jamais la parole aux gens. Vous balancez des choses et vous les condamnez. Et voilà comment c'est parti. Et quand vous me dites, moi, et puis dans le journalisme... Regarde la réaction de Makosso. Et dans le journalisme, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'on appelle la clause de conscience. Aujourd'hui, je suis devenu tellement proche de Samuel qu'il y a des choses que, par clause de conscience, des questions que je ne vais pas aborder, ni pour le défendre, ni pour l'accuser. Tu as fait le tour de tous les pays où il a joué. Hein? Oui. Tu es allé à chaque fois. Chaque fois, regarder les matchs. On s'est rencontrés en Turquie. En Turquie. En Italia. Et chaque fois, il me faisait la grâce d'être dans des grands matchs, regarder tout cela. Avec une enveloppe, bien sûr. Enveloppe, je ne sais pas, mais parce qu'avec lui, ce n'est plus une affaire d'enveloppe. C'est l'émission la plus nulle de la bande FM, mais aujourd'hui, voilà, et comme d'habitude, elle reçoit des invités de prestige, des invités valeureux. Nous avons tout à l'heure écouté une révélation de notre grand frère Hassan Fargas, gros star du cinéma africain, un monsieur d'une telle humilité, voilà, parcours exceptionnel. C'est l'invité d'honneur de la Nice à la nuit ivoirienne du 7e art qui a lieu ce soir au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. On a avec nous Vano Apple, donc le jeune chanteur, le jeune rappeur qui est là, voilà, donc première radio de ce jeune. Demain vous entendrez parler de lui, voilà, donc il est là tout gentil. Il a un peu le feeling de Dadju quand je regarde maintenant, oui, effectivement, il a un peu, même la coiffure, il a imité, il nous dira d'où vient son Vano Apple. Et puis on a donc Martin Camus qui nous émeut de temps en temps avec ses histoires. Martin Camus qui est donc journaliste, il est patron de radio. Mais je t'ai accusé avant qu'on ne parte. Hein. Accusé, levez-vous. Ouais, et voilà, donc Martin qui est venu chercher l'âme sœur à Abidjan, il a l'embarras du choix, voilà, donc voilà. On parlera justement tout à l'heure des histoires de femmes. Avec les femmes pulpeuses au Cameroun, là. Ouais. Non, il veut manger. Dans tous les pays où il va, il est obligé, il veut manger. Mais tu sais, Yves, le monsieur qui est en face. Je suis seul depuis que je suis arrivé, donc je ne sais pas pourquoi. Ah, t'as pas encore mangé local? Alors le monsieur qui est en face. La dernière fois, je suis allé le trouver dans sa chambre d'hôtel. Voilà. Et il était tout grelottant. Il avait un début de palu. Heureusement que c'est passé. Voilà. Yves, oui. Révélation pour révélation. Le monsieur qui est en face. Ouais. Il y a bien tout noir là. Ouais. Hassan Fargas. C'est un tueur. Il est camerounais aussi. Est-ce que tu sais qu'il a une femme camerounaise? Une femme camerounaise, oui. Moi, je voyais plus avec les blanches. Non, son épouse est camerounaise. Tu pensais que mon épouse était quoi? Française? Blanche, oui, française. Non. Mais tu es français aussi, non? Non, je suis ivoirien. J'ai encore mon passeport tout vert. Ah ouais? Non, mais le passeport, non, mais...
non mûr, voilà. Ouais, ouais. Alors, Mon épouse est quand je tombe là-bas des aussi nues. le passeport. Ah, tu es mon beau. Oui. Ouais. Mais oui. Tu sais qu'aujourd'hui, Grand la frère, journée tu es mondiale mon beau. du théâtre. Oui, il est tombeau. Oh, Parfait. elle est Bassa, Bamileke, elle est d'où? Moi, je viens de l'extrême nord. Ah, elle est du Nord. Marois. Ah ouais, Ah, dis donc. Marois. Ah, Wow. alors, tu sais Voilà. qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du théâtre. Toi qui es un pur produit du théâtre ivoirien, local, quand on regarde sur le théâtre national qui est depuis quelques années, on va dire, agonisant, pour ne pas dire il a complètement disparu. Il y a quelques essamouches, notamment d'un certain, comment il s'appelle, là, Guy de Fer, avec son Jelly Théâtre. Non, mais il y a surtout ça ne fonctionne Vincent pas. Diallo Tikwayi, Vincent Vincent, Tikwayi, mais c'est les il deux se seulement qui bat, tiennent il se le- bat le- vraiment, ouais, il se oui. bat pour Et après ça, bon, zéro, quoi. Quel est ton regard là-dessus? Je suis d'accord avec toi sur l'expression théâtre en agonie, parce que le théâtre n'est pas mort. Il y a encore quelques soubresauts, notamment les actions initiées par Guy Desfer et Diallo Tikwayi Vincent pour que ce théâtre Ah, cette voix-là. revienne. Mais le théâtre a besoin de plus parce que l'économie et la politique ont plombé le théâtre depuis longtemps. Le numérique a fini par l'achever parce que les gens sont plus branchés télévision, et alors que le théâtre a sa spécificité. Il faut que les pouvoirs publics commencent à définir une réelle politique culturelle qui tienne compte du théâtre. Et Ce n'est je pas son pense- avatar, dans le sens qui a un peu niqué le théâtre national. Son avatar, je sais pas, les spectacles humoristiques, là. Non, je ne à crois l'appel, on pas. a ça tous les samedis ici Je à ne crois Abidjan. pas parce que c'est plus léger, c'est plus facile à mettre en place. On est seul ou on est deux, on a la possibilité de raconter des blagues. Ça marche un peu plus vite qu'une pièce de théâtre qui demande des installations assez particulières, même si Des il corps y a le spécifiques. théâtre, voilà, même s'il y a le théâtre de la rue. Dans tous les pays du monde, en tout cas dans tous les pays de culture dans le monde, les deux genres cohabitent. Et il y a un public pour et un public pour l'autre. Moi, je pense plutôt que vous, les médias, vous avez aussi soutenu assez bien l'humour et un peu moins quand même le théâtre. théâtre. Donc je pense que votre présence aussi dans le soutien du théâtre, la présence du ministère de la Culture, parce que le théâtre dans tous les pays du monde est subventionné. Tout comme dans tous nos pays, on subventionne le football, mais on croit que les compagnies de théâtre sont l'affaire des seuls metteurs en scène et des seuls directeurs de troupes. Quel est le footballeur ivoirien ou africain, quelle que soit sa générosité, qui a construit un stade? L'État construit des salles. Quand l'équipe nationale est sélectionnée pour aller représenter un pays africain dans une compétition internationale, toute la prise en charge vient de l'État. Mais quand des artistes, chanteurs, des artistes comédiens, peintres vont représenter leur pays dans d'autres à des instances au niveau international, quelle est la contribution de l'État? Zéro. Et quand les footballeurs arrivent, tout le gouvernement est en rang à l'aéroport. D'accord. Okay. Mais moi, je pense aussi que la fierté d'un pays ne se définit pas seulement par le sport, c'est aussi sa culture. Il faut jeter un œil là-bas, et comme ça, on arrêtera de célébrer les gens à titre posthume, aimer-les de leur vivant. À titre costume. Voilà. On est en train de refaire le gouvernement, peut-être il sera ministre de la Culture. Non, c'est pas ça mon ambition. Mon ambition, c'est de parler. Alors, il y a une fenêtre qui s'ouvre maintenant pour toi, c'est à l'international. Après, donc, le nouveau contrat que tu viens de signer avec la structure qui t'a permis de faire ce film-là avec Oumassi. Ouais. Ce n'est pas pour toi aujourd'hui une possibilité d'ouvrir un peu les vannes pour les Ivoiriens, parce qu'après, le grand frère de Trècheville, Bakaba, et puis l'autre, non, pas Bakaba. Isaac de Bancolé. Non, pas Sidiki Bakaba. Isaac de Bancolé. Isaac de Bancolé, Et oui. tu viens de citer Kamaté. C'est une vraie ouverture pour les acteurs ivoiriens dans ton projet maintenant de faire du cinéma. Maintenant, la question que je te pose, au Moussi, comment ça s'appelle, Mariam Maïga. Elle a également ouvert une vanne sur une affaire de racisme entre guillemets. Aïssa Maïga. Aïssa Maïga, merci Yves. Elle a ouvert une vanne sur une sorte de fenêtre. Là, Junior, le racisme en promettant un livre. Aujourd'hui, est-ce que tu t'es pas arrêté toi à cette façon de ségrégation entre guillemets de... C'est une réalité qu'elle évoque parce que... en général, on confie des rôles un peu de... Voilà. Oui. Et c'est pour ça qu'un acteur africain aussi doit être capable de dire ce rôle-ci, je ne le joue pas. Parce que quand tu le joues, tu contribues à la stigmatisation qu'on dénonce. Et c'est une réalité. Moi, par exemple, quand je joue le chauffeur, par exemple, le père de Omar Sy, si ça avait été un monsieur simplement chauffeur, parce que il est noir, il faut qu'il soit chauffeur, ça ne m'aurait pas intéressé. Mais c'est un monsieur qui, chauffeur de son état, inculque
à son fils une éducation. Ce n'est pas dans la déchéance qu'on le présente. C'est un monsieur honnête, honorable, qui vit une vie normale. Il n'est pas milliardaire, il est chauffeur, c'est une fonction. Moi-même, indépendamment de tout ça, mon père à moi était chauffeur de bus. J'ai un respect absolu et sacré pour les chauffeurs. Elle a raison. Mais en même temps, est-ce qu'on doit s'arrêter seulement à ce combat-là? Tu partages son combat? Ah oui. Absolument. Je partage son combat, mais je vais au-delà encore en prouvant qu'on peut choisir des rôles qui vont nous permettre de casser cette façon de percevoir les choses. Et le résultat n'est pas pour demain forcément parce que c'est des mentalités, c'est des perceptions des choses, mais à force d'être là et d'être présent et qualitativement, ils finiront par comprendre qu'au-delà de la couleur, il y a des hommes. C'est pour ça que Isaac Bakole s'est déporté aux États-Unis? Oui, parce que là-bas, il y a une autre forme de racisme là-bas. Aux États-Unis, c'est encore plus violent, ça s'exprime d'une autre manière. Les formes de racisme diffèrent d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. D'une culture à une autre. Et maintenant, là-bas, à partir du moment où il a le talent, c'est ça aussi, c'est la qualité anglophone. Quand vous avez du talent, on finit un jour par oublier que vous êtes noir, bleu ou jaune. Tout à fait. Il n'y a pas de souci. Je voudrais saluer tous ceux qui nous écoutent. On a bien sûr Paul Axel Kwame, donc journaliste indépendant, Gustave Adams de Gao Productions. Demain, c'est le 40e jour du décès, du rappel à Dieu du frère d'Assalfo, demain à 8h à Noumabo. Donc venez soutenir mon frère Assalfo. Voilà un message. Olivier Focam, donc il salue Martin Camus. Il sera à la dédicace. On l'avait reçu ici. Oui, on l'avait reçu. Voilà, Olivier Focam. Karine Mambou, ton éditrice, qu'on recevra aussi. En tout cas, on est très heureux et merci infiniment à cette jeune dame qu'on va découvrir très bientôt à Reine Caché pour tout ce qu'elle fait justement pour la culture et l'information du côté du Cameroun. Gabin Zaïbo, le petit frère de John Jay, Marcel Amoin Kwasi, Germain Tétégan, Kevin Henry. Tu prends de l'argent pour tout ça? Ouais. 1000 euros. 1000 euros par dédicace. 1000 euros par dédicace. Voilà. Alors on nous écoute en Guinée. Donc, voilà, on nous écoute en Guinée et ça fait vraiment plaisir. Voilà, mon frère Henri Kevin Bois. Voilà. Alors, Makosso, nous, justement. Makosso, au pays des gâtés. C'est gâté. C'est gâté. Alors, dis-moi, on était sur l'audio. Oui. Au pays des gâtés, c'est gâté. Non, c'est gâté. Ouais. L'audio, tu as envoyé à qui? Au ministre Konaté. Et il s'est retrouvé comment chez Chris Yapi? Comment Chris Yapi a eu? Ça, je ne le sais pas. Et ça, je peux te le dire. Donc, c'est lui Chris Yapi alors? Non, je ne pense pas. Non, Chris Yapi, c'est un système. C'est tout un système. C'est comme on dit l'émission Rien à cacher qu'on appelle Chris Yapi, où il y a beaucoup de chroniqueurs autres. On essaie de mentir un peu, trouver des informations à gauche, à droite, avec pour seul objectif créer une guerre en Côte d'Ivoire. Il faudrait que les choses soient claires. Il ne faudrait pas qu'on parte à gauche, à droite. Et c'est ce qui fait un peu mon problème. On voit quelque chose, mais personne n'a le courage de le dire. Lorsque vous avez des acteurs, activistes, qui disent nous, notre objectif, c'est de faire un coup d'État en Côte d'Ivoire, on n'est plus dans un jeu. Quand vous avez des personnes qui, telles que Chris Yapi, qui commencent à faire des publications dans lesquelles il dit bientôt tous les chefs, les ex-chefs rebelles seront traduits à la CPI, c'est pour atteindre quel objectif? C'est pour un soulèvement. Les amener automatiquement à se dire, écoutez, mettez-vous dans une position d'autodéfense, retournez dans des forêts, reprenez des jeunes avec vous, et puis on retourne encore dans la guerre. Donc à partir de là, lorsqu'ils font sortir un élément sur Camille Makosso, il faut se poser la question, pourquoi Makosso? Mais est-ce que depuis, tu as eu le ministre Est-ce que tu as eu le ministre au téléphone? Je pense que même demain, lundi, il doit m'offrir un bel agenda de son ministère. Voilà, y a pas de... Mais est-ce que tu n'as pas eu peur de... Non, il n'y a pas de quoi. C'est gâté, il y a quel peur dedans? Mais alors, ce que je trouve impressionnant chez toi, tu marches seul pratiquement. Non, il n'y a pas de garde quoi, il marche seul, je suis tranquille. Ouais, tu conduis ta voiture et... Moi-même. Ouais. Celui qui doit me faire peur doit avoir peur de moi. Ah bon? Non, ça c'est ma logique. Pourquoi c'est moi qui dois avoir peur de quelqu'un? Mais lui ne doit pas avoir peur de moi. Mais tu te souviens la dernière fois que tu étais ici, tu as dit que tu ne vas pas atteindre 60 ans et qu'on va te tuer par arme à feu. Par balle, tu vas mourir par balle. Ouais. Je l'ai dit. Parce que dès les premières heures dans mon ministère, je sais que je dis des choses qui dérangent. Par exemple, que ce soit Lolo Beauté, mes enfants, ils me disent papa ne parle plus trop de ça, tout. Mais mon âme a envie de parler. Est-ce que depuis ce temps-ci, tu as reçu des menaces en fait, depuis bien sûr, depuis ta sortie? C'est son quotidien, Bien sûr, c'est mon quotidien, des personnes qui t'amènent des trucs. Même là sur la page, là, il y a des échanges, des gens qui sont pour toi, des gens qui sont... L'exécution de la menace, il y a un élément déclencheur qu'on appelle le courage. Entre la menace et puis exécuter la menace, il y a le courage. On peut payer quelqu'un aussi, tu sais. Tu peux payer quelqu'un, mais le quelqu'un que tu payes, là, il faut qu'il soit assez courageux de venir affronter Camille Makosso sur son territoire et dans son quartier. Mais il y a des lâches, tu sais.
Tu sais, je vais te dire une chose. Ne nous mettons pas dans une position où on a toujours l'impression que nous sommes en Côte d'Ivoire et il y a des personnes qui doivent tuer. Et ceux qui tuent doivent avoir peur du peuple. Et moi, je me suis rangé du côté du peuple. Je suis tranquille dans ma tête. Mais tranquille, je te dis. Tu as vulgarisé le numéro, enfin lui-même s'est écrit, le numéro de Mamadou Touré. Non, mais c'est normal qu'on ait son numéro. Il a dû changer de numéro. Il a dû changer de numéro. Non, il ne va pas changer. Non, il va pas changer. Il a 2 numéros. Pour les jeunes, pour les financements des projets. Il y a longtemps qu'on cherchait son numéro. Donc, en 2 mots, Malais aussi est bon. Mais il ne va pas répondre, lui, il ne répond pas. Hein. Lui, depuis qu'il est devenu ministre, il ne répond plus jamais. Non, il répond. Il ne répond pas. Maintenant qu'il y a un nouveau gouvernement avec le ministre Patrick Hachi, on va essayer de voir maintenant les têtes. Si tout cela peut partir, ce sera bon. En fait, il y a des gens qui sont ministres depuis 10 ans, ça énerve à la fin. On a l'impression que dans ce pays, il n'y a pas de personnes assez intelligentes. Quel est le ministre le plus généreux avec toi? Pardon? Quel est le ministre le plus généreux avec toi? Mais il n'y avait qu'un seul. À part le premier ministre Ahmed Bakayoko. Ouais. Tous les restes sont des tontons méchants. Mais il paraît qu'Adjoumani t'aide bien. Non, je ne l'ai jamais rencontré, on ne s'est jamais vu. T'es sûr? Mais je te dis, les ministres que moi j'ai eu à rencontrer dans ma vie, c'est le maire de Yopougon, sur recommandation du ministre Bakongo, le ministre Sidiki Konaté, qui est un ami, et le premier ministre. Que tu as Tchoum. Voilà. Non, j'ai pas Tchoum, le premier ministre. Non, mais c'est qui? Non, je n'ai pas Tchoum. Au pays des gâtés, c'est gâté. C'est gâté. Chacun sauve sa tête. C'est la même casquette que tu mets partout, là. Pardon? C'est la même casquette que tu mets partout. Non, j'en ai 3. Ouais. Mais j'aime bien mettre parce que ça me fait un peu. Parce que c'est ce que tu mets partout. Je t'ai vu sur la télévision béninoise, je crois. Ouais. Quand je mets ça crée tout un mystère. Un mystère. C'est ça qui est important. Il faut créer une mythe autour de soi. Mais les personnes me disent, mais là, c'est dans ce chapeau se trouve mon petit fétiche. Ton babadji. Mais dis-moi, ta femme n'est pas encore enterrée et puis tu es encore dans les buzz. Ma femme est déjà enterrée. Depuis quand? Ma femme est enterrée depuis avant le début de l'année, en décembre. Mais ça a été discret. Discret. On a organisé une grande veille au niveau du stade d'Angré, mais comme vous êtes mauvais, méchant, animé d'un esprit de mauvais, moi je savais pas, tu sais très bien, tu me parles. Non, on a fait des communiqués sur ça et autres. Et demain, ça fait 1 an. Oh, je ne savais pas. Je sais passé. Tu as vu Yves même, il ne savait pas. Je suis venu chez toi. On est venu, moi, ouais. Quand il y a eu le décès, je suis passé chez toi. Moi, mais j'ai dit, ça m'a vraiment beaucoup touché. Maintenant, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Tu as dit que tu as un chiffre d'affaires de 700 millions. 750 millions, mais tu loues, seulement, mais tu loues encore une maison. Louer une maison, c'est-à-dire? Oui. Je vis chez moi, mais j'ai des appartements meublés. Donc quand tu vis chez toi, où tu es là? C'est chez toi? Tu parles de quoi? L'immeuble, à la 8e tranche. C'est l'appartement de ma femme, c'est pas mon appartement à moi. C'est même pas chez moi. Ça, c'est l'appartement de ma femme qui me fait des folies pour un appartement d'1,3 million, elle vit dedans. Autre parce qu'elle a ses affaires à Dubaï. Ça, c'est son appartement à elle. Mais tu vis toujours là-bas? Tu vis toujours là-bas. Je ne vis plus là-bas. C'est pas ma maison. Moi, je suis aux A44. Et je suis dans le domaine de l'immobilier. Vous savez, on est dans un pays de menteurs. Maintenant, je loue des appartements que je meuble, que je mets en location. Par exemple, quand un bon tonton arrive comme ceci, il vient dans un bon cointin, je loue mon appartement. Et mais pourquoi tu ne m'as pas mené là-bas? Je ne sais pas encore bien vu. C'est maintenant que je te vois. Mais dans le domaine de l'immobilier, ça c'est mon business. On construit et on vend des maisons. Et sur chaque maison, nous avons 25 millions de bénéfices. De bénéfices. Voilà. Donc, tu as arrêté les ventes de voitures. Je suis toujours dans les ventes de voitures, mais c'est plus ma passion. C'est l'immobilier maintenant qui marche. Et puis surtout les lotissements des terrains. Il y a beaucoup d'argent dedans. Actuellement, nous sommes sur un projet de lotissement des terrains au niveau de Cassini, d'où ça va nous coûter 300 millions, mais avec un bénéfice de près d'1,7 milliard. Tu es au courant d'une lettre qu'on t'a envoyée au Cameroun là? Quelqu'un t'a répondu, il estime que tu parles des affaires du Cameroun dont tu n'as pas la maîtrise. Non, des affaires du Cameroun, je n'en parle pratiquement pas. Hein. Je me rappelle pas. Il y a un mec qui t'a fait une lettre là. Vous savez, les personnes souvent aiment parler du général pour avoir de la visibilité. Voilà. Vous allez vérifier ce gars, on ne le connaît pas. Mais quand il attaque le Daichi Kami Makoso, tu as déjà fait une croisade là-bas au Cameroun? Il est passé au Cameroun, il a giflé. Il a giflé une fidèle. Au Cameroun, je suis quand même une légende au Cameroun. Martin, tu confirmes? Quand j'arrive au niveau du Martin, Cameroun, tu confirmes? Ouais, je confirme. Je confirme qu'il est très suivi. Ouais. Il peut avoir c'est-à-dire, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'il dit, mais il est très suivi. Ouais, il laisse pas indifférent en tout cas. On l'aime ou on l'aime pas. On l'aime ou on l'aime pas. Au Bénin, au Burkina Faso, non. C'est que dans ce pays-là que les gens ne respectent pas les icônes. Un pays suspect, un pays bizarre. Un pays où tout le monde est mal élevé. Ah non, mais moi, on me respecte beaucoup ici en Côte d'Ivoire. Parce que tu es un étranger, c'est le seul pays qui fait la part belle à tout ce qui est étranger.
Voici une icône qui a joué avec Omassi. Lorsqu'il a eu au minimum, le chef de l'État doit le recevoir. Pour le féliciter du fait qu'il est vendu le ministre de la Culture va faut laisser le ministre de la Culture, il est qui? C'est le petit ministre. On parle du chef de l'État, on parle des grandes choses. Qui ministre quoi? Mais le chef de l'État, il ne peut pas recevoir tout le monde. Mais pourquoi il ne peut pas recevoir tout le monde? Il reçoit les footballeurs, il reçoit Didier Drogba. Quand il s'affiche avec Didier Drogba, il est content. Alors, mais nous avons une icône, un homme qui a joué avec Omassi. C'est pas n'importe qui Omassi. Grand frère, est-ce que tu connaissais Makosso avant? Ouais, je l'ai connu plus jeune encore à Bobo avec sa sœur. Lolo Beauté, Louise. Voilà, Louise, oui. J'allais voir mon ami Ndepo qui est. Il est étonné. J'étais là-bas avant-hier. Il est étonné. C'est une blague, ça va. Le papa à Bobo se souvient de moi quand j'étais tout petit. Voilà. Je l'ai vu tout jeune, oui, et puis je le suis, j'écoute aussi tous les classes. C'est direct. Je suis, voilà. Ouais. Et il disait tout à l'heure que moi, je n'utiliserai peut-être pas les mêmes expressions que toi, mais ce que tu viens de dire concernant la part belle faite seulement. Il faut Mais il a dit avant, grand frère, tu l'as dit. C'est tellement vrai tu l'as dit. Des Houphouët-Boigny, parce que je ne veux pas que ce soit qu'on ait l'impression non plus que c'est ce gouvernement-ci seulement. Hein. Des Houphouët-Boigny jusqu'à maintenant. Personne n'a fait attention à la présence des comédiens et particulièrement me concernant, je sais que j'ai eu le prix d'interprétation masculine de FESPACO qu'on appelle avec l'œil du cyclone. Vous voyez ça? Ce prix a été obtenu Pascal Abadou. Voilà, par une seule personne qui est décédée dans des conditions d'un anonymat incroyable. C'était Albertine Descent qui était prof et l'une de nos doyennes du théâtre. Et après, la deuxième personne à avoir obtenu ce prix, c'est moi. J'ai obtenu le prix d'interprétation au Cameroun à écran noir. Mais personne, on le met seulement, oui, à Ebasek, on le met seulement, oui, l'Ivoirien fait ceci, cela. J'ai souffert pendant longtemps de la non-reconnaissance du travail que je fais. C'est pour ça que tu t'es exilé au Burkina Faso de Guémé, où tu as fait tes classes là-bas aussi. Non, tu es parti. C'était pas trop bien la raison, c'est tout simplement parce que le théâtre a besoin de quiétude. Okay. J'ai dit tout souvent que nous mangeons dans la poche des gens. Quand ils sont sereins, quand ils ont fini de payer leur facture, ils viennent au spectacle. Quand il y a la sécurité, ils viennent au spectacle. Je suis parti en 2000, à partir de 2002, parce qu'il commençait à avoir les débuts de nos affrontements ici, et les gens avaient peur de sortir. Après 18 heures, personne ne pouvait être dans la rue. Et nous, du coup, ça nous mettait de façon systématique au chômage. Là, c'est comme aujourd'hui, nous vivons une pandémie. Les premiers sanctionnés, ce sont les artistes. Les salles sont fermées, rien ne se fait. Donc, je suis parti pour cette raison. Je n'ai jamais été reconnu, mais j'ai une seule bonheur dans l'histoire, c'est que le peuple de Côte d'Ivoire, partout où je passe, où je rencontre des Ivoiriens en Côte d'Ivoire, il y a longtemps que je passe pas à la télé ici, mais il y a une reconnaissance, un témoignage incroyable du peuple du Côte d'Ivoire. Ça me donne envie et ça m'a créé en moi une sorte de résilience. Oui, le père, c'est-à-dire les gouvernants, ne me reconnaîtront pas, mais au moins les Ivoiriens dans les rues de Côte d'Ivoire me reconnaissent. Ça me fait plaisir. À propos, Pascal Abadou, salut depuis Londres. Waouh, c'est fabuleux. Depuis Londres, Pascal Abadou. Toi qui as été biberonné à Yopougon, dans les salles de théâtre entre guillemets là-bas, de la rue, et tu as joué au football avec les enfants du quartier. De là, tu es parti donc pour ta carrière et tout ça. Est-ce que tu es retourné depuis que tu es arrivé là, aller boire une bière avec les amis d'enfance? Si je ne le fais pas, moi, je suis un homme mort. Je suis arrivé vendredi. Les amis de l'ancien quartier, derrière le commissariat. Je suis arrivé vendredi soir, dimanche, j'y étais. D'accord. Ma mère y réside encore. Une raison supplémentaire. Je vais là-bas, voilà. Non, et puis, moi, je suis plutôt du peuple. Moi, je vous dis une chose fondamentale. Les Ivoiriens, c'est des dieux pour moi. C'est des génies pour moi. Aimons ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je vois des enfants en situation difficile dans les rues. On peut en faire des stars. Alors, quel est le regard du quartier relativement au grand frère qui a réussi, qui revient sur ses bases? Non, c'est une joie partagée parce que nous, on est encore dans un village à l'intérieur de la ville. À Yopougon, on est dans un village, on se connaît depuis longtemps, on a nos petits frères, on a nos petits-enfants, on a tout le monde. Quand on arrive, il n'y a pas de stars à Yopougon. Quand on arrive là, les micros des journalistes, mais on les éloigne. On mange la tiéké, on est dans le petit bistrot du coin. Parce que c'est de là que je suis parti. Je vous rappelle que moi... J'ai grandi à Bobo derrière Raï. Ma mère vendait des galettes, mon père était chauffeur de bus. Parlons de Tangara Spigoda. Vive les enfants aussi. D'accord. Salut Guillaume Naba, bonjour. Oui. Makosso, tiens, Ange Blaise, il dit qu'il est surpris de te voir sur une radio parce que tu as dit que les médias n'ont plus d'audience. Non.
J'ai pas dit que les médias n'ont plus d'audience. Je répondais à un petit journaliste mal élevé. C'est lequel? André, je crois quelque chose, Sylvain Conan, un truc comme ceci. André. Il a été très mal poli, voilà, à mon endroit. Donc il fallait que je lui réponde en lui disant que c'est nous qui avons pris le pouvoir. Voilà. Les blogueurs, les activistes, les influenceurs qui avons pris le pouvoir. Donc à lui, je lui donnais une réponse. Je ne m'adressais pas aux médias. Voilà. Il faudrait que les choses soient claires. Je ne m'adressais pas à tous les journalistes. Je répondais à quelqu'un qui était très mal poli. Je pleure ma femme. Je décide de partager mes émotions avec mes abonnés. Et tu viens tranquillement me manquer de respect. C'est quoi ces histoires où tu as le temps d'allumer ta caméra, de pleurer, des choses comme ça? C'est mal poli. Et nous sommes souvent dans ce pays où des personnes, des intellectuels ratés, excusez-moi de dire, qui sont assis dans leur petit monde et qui pensent qu'ils ont toute la connaissance et toute l'intelligence à pouvoir tout décider dans ce pays. Donc je lui ai répondu en bon enfant d'Aboboga. Voilà, clair et net. Voilà. Pourquoi si celui qui a fait le commentaire, si on m'invite, c'est parce que quand on invite Marcos aussi, c'est un bon client, ça prend. Ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Je peux le confirmer avec les chiffres. Alors, j'ai commencé ici, c'est vous qui m'avez révélé que je suis sorti de prison. Qui a cru en moi? C'est Yves Dembella et vous? Merci. Je me souviens encore de mon premier truc avec le PCA du Palais de la Culture. Comme il s'appelle Noël Douré. Qui est un collègue, puisque c'est un ancien Tola aussi. Ouais. Martin Camus, tu as la promesse d'Olivier Faucam que tu dormiras pas seul ce soir, donc il s'en occupe. Depuis qu'il dit ça. Ah ouais? Alors, deuxième chose, Makoso, on n'a jamais vu, quand on voit par exemple le pasteur Guy Vincent, l'archevêque Guy Vincent Kodia, le révérend Wafo, on les voit faire des messes. Ils font des messes avec des films. Mais toi, on t'a jamais vu faire de messes. On te voit seulement surfer sur l'actualité dès qu'il y a un truc tu interviens. C'est ça tes messes, toi? Bon, vous voyez, c'est méchant. Venant du peuple de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas un homme d'église. Il faut préciser les choses. Mais tu t'appelles révérend Camille Makoso. Je suis un homme de Dieu. Mon petit frère est un homme d'église. Il gère les fidèles. La semaine prochaine, vendredi et samedi, je suis en face de 15 000 personnes à Djaoui, à Port-Bouy. Tu n'as toujours pas réussi à corriger le personne là. Ça reste. Personne. Non, personne. Personne. Voilà, personne. Non, c'est pas personne. Non, on va lui donner des cours de diction. Tu fais des. J'imagine que tu fais des pubs, hein, juste avant de revenir à Makoso. Grand frère, tu fais beaucoup de pubs, j'imagine. Parce que tout le monde me parle de ta voix là. Tu dis toujours grand frère. L'autre là, t'as dit qu'il était plus petit que toi. Donc, il a quel âge déjà? Non, respect. Il parle de moi. Il parle de toi. Oui, c'est mon cadet. Oui, il a 51 ans. Quel âge, grand frère? C'est mon cadet encore. 51 ans, c'est l'âge de mon troisième petit frère. Waouh. Tu as quel âge, grand frère? Tu as quel âge? Ben oui. Non, ici on dit. Ici on dit tout. Oui, ici on dit. Officiellement. Non, à l'antenne. Officiellement et à l'état civil, je suis en train de poursuivre ma soixantaine. Ouais. Mais si tu comptes les années cachées avant, je suis allé à l'école primaire au CP1 à 10 ans. Et là, il n'est pas camerounais, hein, parce que tout à l'heure, tu... Là, tu t'es enlevé la druide, là. Oui, mais par rapport... Là, tu viens de m'avoir, là. Voilà, c'est pour ça que on voit un peu au nouveau visage. Mon visage, là, c'est par rapport aux lupins que j'ai dû les enlever, mais je les remettrai, parce que ce sont mes cheveux, je les remettrai pour la saison 2 de Cacao. Alors, on revient à Makoso, qui parlait. Tout à l'heure, tu m'as dit Kodia Guy Vincent, Révérend Ralou Wafo. D'abord, il faut savoir, quand Dieu t'appelle, il t'appelle pourquoi? Moi, je n'entrerai jamais dans ce registre-là. Tu comprends? Eux sont des hommes de Dieu. Mais est-ce que tu peux tenir une messe? Bien sûr. Un croisade qu'il fait au Cameroun, là, c'est ça? C'est dans les églises, hein? Non, chez moi, c'est différent. Eux sont des prédicateurs. Nous sommes dans le domaine de la démonstration de la puissance. On est dans autre chose. Tu vends toujours tes huiles là? Laisse les huiles d'onction, c'est un autre domaine. Je parle des croisades. Nous venons à une croisade face à des personnes qui sont des Chinois, des personnes qui ne croient pas en Dieu. C'est quoi? C'est fake ou vrai? Des miracles. Mais pour cela, il faut venir. Je pose la question. Un jour, le Premier ministre, Ahmed Bakayoko, me pose la question. Il dit, mais venez à une de mes croisades. Il vient à l'une de nos croisades au niveau du Palais des Sports. Il dit, mais pendant que vous prêchez, je sens quelque chose sur mon dit. C'est ça qu'on appelle l'onction. Pour connaître qui est Camille Makoso, il faut forcément participer à une de mes croisades. Le 2 et le 3 au stade d'Adjaoui. 2-3 avril. Et vous, il y avait vu avril. Le stade d'où? Adjaoui, c'est où ça? C'est les quartiers les plus pauvres. Il faut sortir. Nous allons prendre le soin d'aller faire aussi assez de dons et autres. Donc il est plus qu'important de
Camille Makosso, c'est dans ses croisades. Sur Facebook, c'est un autre monde. C'est le monde du buzz. Le monde de la marmaille, quoi. Non, là-bas, c'est notre monde. Il faut utiliser des stratégies pour être J'aime suivi. bien son mot, Il là, faut la apporter marmaille. des sujets pour être bien suivi. Et ensuite, les dimanches, à partir de 20h, je tiens toujours des cultes. Là, le dimanche dernier, nous étions 11 000 personnes qui prenaient le soin de nous suivre. Et sans orgueil, tout orgueil mis à part, je ne connais pas un homme de Dieu en Afrique francophone qui fait une direct de prière. Et des personnes appellent en live pour dire j'avais telle maladie, je suis musulman, le mal a disparu. Dis-moi, tu as une formation académique biblique? Bien sûr, 7 ans de théologie à l'Institut biblique international de Réma. Attends, tu es sérieux là? D'où ça? Institut C'est où, biblique ça? international de Réma, ça fait 21 ans que je suis pasteur. Ah bon? Bien sûr, de 99 à maintenant. Mais je me suis inscrit dans un registre. Pasteur sans je église. veux me mettre au niveau des gens qui ne croient pas. Mais général, est-ce qu'un pasteur n'est pas quand même pudique quand on écoute le général Makosso? Oui, parce que là, sans tu fais filtre. trop du trash. Sexe, il parle des choses qui sont quand même incroyables. Est-ce qu'il n'y a pas, tu n'as pas besoin d'être un peu plus pudique? Je vais expliquer une chose. En 30 secondes. Hein. C'est ce petit côté, tu vois, qui choque là, qui fait ma particularité. C'est ça là même qui fait Tu es cru. Qui fait que la plupart des personnes ont décidé de me suivre. Si je change ça, je perds ma vocation. C'est comme rien à cacher. Hein. Voilà. Je préfère être moi-même. Mais c'est l'ingénierie de rien à cacher. Lorsqu'on parle de sexualité, il faut en parler parce que la plupart des chrétiens sont les plus bêtes et les plus gaous en matière de sexualité. La plupart, le taux de divorce chez les chrétiens, parce que le côté maploli, ils ne maîtrisent pas. Donc il faut vous propose votre émission Rien à cacher tous les samedis de 10h à 12h sur Nostalgie. Rien à cacher. Merci Madame Dominique Ouattara. De la FM Rien à cacher tous les samedis de 10h à midi. sur Nostalgie. Vano Apples avec nous, bien sûr. On écoute Ma Chérie, sa chanson. Il a quel âge donc notre jeune Tu es né invité? quand? Encore étudiant? Oui, Tu es né quand la date? Donne la date. 12e mois 2001. Ah ouais, 12 Tu as mois. 20 ans. 20 ans cette année. 20 ans. Ouais. Oh. 12, 2001. Ma chérie, tu as une copine déjà? Non. Tu chantes Ma Chérie. C'est qui, ta maman? Ta sœur? Tim Mantel, la tête n'a pas de copine. Tu fais sortir chanson. Mais t'as déjà Voilà, t'as déjà bim. Oui. Voilà. Mais il y a des tentations. C'est pas l'urgence là. Voilà, Il a donc, le temps, il va plutôt aller à l'école, il va. Ah, ceux-là, ils sont plus dangereux que toi-même. Grand. Écoute, La Côte d'Ivoire que tu as laissée là, elle a changé. C'est les enfants de 12-13 ans qui te disent ah, lui il vaut rien au lit tout. Donc ah bon. Moi, je pense quand même qu'il y a des verbes et des expressions qui sied à des bouches précises. L'âge confère la possibilité de dire ou de ne pas dire. Vous voyez, on commence à perdre tous nos repères. On va nous traiter de villageois, on va nous traiter de has-been. Mais moi, quand j'étais petit, il y a des expressions que je ne sortais pas quand quelqu'un de 2 ans plus âgé que moi était là. Mais on commence à perdre tous ces repères. On sait je te jure. Il faut revenir. Ah ouais, non, c'est un combat qu'on aura du mal à mener, grand, je te jure. Moi-même, je suis papa sévère, mais ma fille, elle a eu un enfant à 18 ans. J'ai arrêté de la gérer. Donc... Oui, à 18 ans déjà, moi je pense qu'elle est capable d'analyser un certain nombre de choses, mais à 12 ans... La majorité officiellement. Voilà, excusez-moi, je veux qu'on soit bien éduqué. C'est souvent qu'on est élevé, c'est pas bon. Ouais. 12 ans, Voilà, on est élevé, on nous donne à manger, on a l'impression que... Non, c'est pas du bétail. Un enfant, pourquoi il y a des adultes et des enfants? Parce que l'adulte a une somme d'expérience à communiquer à l'enfant, ouais. Voilà. Mais ils estiment qu'ils connaissent mieux que nous. En tout cas, on aura une autre émission là-dessus. Martin Camus, justement, on parle de sexe. Tu le dis dans ton livre, hein, parce qu'après on va dire, ouais, voilà, ils ont parlé des histoires de sexe. Raconte-nous ta première expérience sexuelle dont tu parles dans le livre, justement, que tu vas dédicacer tout à l'heure à 14h. Je parle de 2 expériences. La première, c'est que j'ai 13 ans. Mon papa, il était infirmier, il encadrait des jeunes dames qui voulaient être aides-soignantes. Il y avait une qui dormait avec moi. Et qui, la nuit, c'est maintenant que je sais qu'elle se masturbait à l'époque, mais une nuit, elle a bondi de son lit, elle est venue, elle m'a déshabillé, j'avais 13 ou 14 ans, et elle a commencé elle est montée sur moi, elle faisait, c'était la première fois que j'étais en érection, c'était la première fois que j'avais une pénétration, et même la première fois que j'éjaculais, et je pleurais. Ça a été rapide, j'imagine. Elle a tenu ma bouche avec ça a été rapide, j'imagine. Oui, je savais même pas ce que c'était, mais après quand je suis allé... Tu as eu envie de faire pipi.
dit. Oui, et puis j'ai dit, je veux pisser, elle m'a dit, pisse dedans. et après, je suis allé. Quand je suis allé demander à mes amis, je leur ai dit, mais j'ai eu un truc ce soir. Ils me disent, mais tu es con. Ça, c'est le truc des mecs. Fais ça tous les soirs maintenant. Ils m'ont encouragé, ils m'ont donné des astuces, ils m'ont dit comment il fallait faire. Et la deuxième, en fait, ça, j'ai plus jamais recommencé, mais l'autre expérience où j'étais conscient, où j'ai dit, je raconte ça dans le livre, j'ai dit à une nana. Recommencer avec la même. Non, pas du tout. Après, j'ai grandi. Je suis allé à l'université. Mais donc, on t'a dit d'aller faire, tu as refusé d'aller faire. Non, mais après, j'avais l'impression que mes parents savaient que j'avais fait un truc idiot et que je devais. Tu peux porter plainte, c'est un viol. Non, je porte plainte. À cet âge, je ne sais même pas où on porte plainte. Je n'ai même pas de carte d'identité. Et alors, quand j'arrive à l'université, je suis avec. Il y a une fille qui m'aime beaucoup. En fait, je crois qu'elle m'aime. Je me bâche avec elle. Elle vient à la maison, elle me fait le repas. Je suis dans ma cité U et tout. Et puis un jour. Yaoundé, Douala. Et puis un jour, je lui dis, bon, écoute, chérie, je veux qu'on fasse l'amour. Et on était couchés, on était à poil en plus. Et puis elle se redresse et s'assoit, elle me regarde dans les yeux. Et elle me dit, je fais pas l'amour avec un handicapé. Mais tu ne voyais pas avant? Pardon? Mais avant de se déshabiller, tu n'avais pas vu? Je sais pas. Mais c'est ce qu'elle m'a dit. On imagine le choc. Tu l'as revu? Alors, j'ai débandé en une vitesse incroyable. Et j'étais vraiment traumatisé. C'est le seul moment de ma vie où j'ai eu envie de me suicider. Mais sérieux. Après, elle a disparu de ma vue. 7 ans après, j'étais devenu comme une star. Voilà. À la radio. Tu te souviens de moi? Un jour, on vient me dire qu'il y a une dame qui veut. Et je la vois venir. Je lui dis, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Elle était en larmes. Elle me dit, je suis venu réparer ce que j'ai fait. Tu t'es vengé? Je lui dis, tu repars ça comment? Elle me dit, on s'envoie en l'air. Je lui dis, je n'en veux plus. D'accord, mais dis-moi, je voulais savoir, en ce moment, quelle est ta position préférée? Ma position préférée? Quand tu fais l'amour. En réalité, quand je fais l'amour, la position dépend de l'inspiration du moment et de ce que je ressens à l'instant. Mais ma position préférée, c'est la lèvrette. Tu peux tenir? Mais je dis c'est la lèvrette. Comment tu me demandes si je peux tenir? C'est pas possible. Alors, tu as plusieurs enfants? Oui. Combien d'enfants? J'ai 5 enfants. De la même maman? La même maman. 5 enfants? 5 enfants, 4 filles, 1 garçon. Eh ben, dis donc. Ouais. Tu adores faire l'amour alors? Ah ben j'adore terriblement faire l'amour. Et depuis que je suis en Côte d'Ivoire, je suis orphelin de l'amour. Non mais attends, elle écoute, donc tu vas la tromper? Non mais je dis que ma femme sait que j'adore faire l'amour. Oui mais donc? Mais je ne trompe pas ma femme. Ça fait combien d'années vous êtes ensemble? Mais ça fait 17 ans. Non. Officier marié officiellement. En 2004, le 29 mai 2004. Je me suis marié. Tu lui dois tout, hein? Oui, mais ouais, je lui dois tout. Parce qu'en fait, dans mon livre, il y a une phrase où j'écris. Je vous dis rapidement quelque chose vraiment. Permettez, je dis. Vas-y. À la Moses, je dis. C'est à quelle page? C'est à quelle page? Je dis à mon épouse parce que je fais des dédicaces. C'est à quelle page? Non. C'est à la page 6. Voilà, c'est ce qu'on veut. Je dis, écoutez. Mon épouse, qui a accepté d'épouser un handicapé au cœur des railleries et des oppositions insoupçonnées. Même ses propres parents n'étaient pas d'accord qu'elle épouse un mec qui a des pieds cassés. Cru. Maintenant, la donne a changé. Oui, la donne a changé aujourd'hui. Je suis là. Mais la bague, la bague, non, alors, ma bague a disparu parce que les bandits m'ont agressé chez moi, ils m'ont attaché, ils ont volé ma bague qui était en or avec la bague de mon épouse. J'ai pas pu refaire une bague entre-temps. Qui t'a pas enlevé avant de venir ici? Pardon? Non, j'ai pas enlevé avant de venir ici. T'as entendu la question? Et puis, vous savez, les femmes aiment les hommes mariés. Arrêtez. Alors, l'épisode de justement gênant où ça est arrivé plusieurs fois où tu défectes sur toi parce que tu n'as pas le temps d'arriver aux toilettes? Oui, pas plusieurs fois, mais j'ai développé. Vous savez, les personnes qui vivent avec le handicap développent une capacité de rétention de beaucoup de choses. Quand on est par exemple à l'école, les toilettes, parfois c'est très loin. Tu t'arranges à ne pas avoir envie de pisser pendant au moins une demi-journée. Tu as déjà mis des couches? Ou non, pas de couches. Je mettais pas des couches, mais j'ai eu à le faire sur moi parce que je ne pouvais pas me lever pour aller aux toilettes. Et c'est pour cela que vivre le handicap est quelque chose de très compliqué. Parfois, vous avez l'impression qu'ils sentent mauvais, ils sont pas nettoyés, ils sont sales, mais en fait,
c'est parce qu'ils n'ont pas la possibilité de se lever pour aller le faire. Ouais. C'est pour ça qu'en Europe, il y a des accompagnateurs. On veille sur ça, on leur demande, et je raconte tout ça dans ce livre pour que chacun Debout. Le livre s'appelle Debout. Il y a des drames qui se passent donc, avec Karine Mambou, donc, qui est l'éditrice. Rendez-vous tout à l'heure. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aurais souhaité avoir que tu n'as pas eu, que tu n'as pas? Ce qui me manque aujourd'hui, c'est avoir de l'argent. J'ai pas de l'argent. J'ai pas de l'argent. Pas tant de presse quand même. Non, mais justement la presse au Cameroun. Ouais, c'est pas, non, ça rapporte pas beaucoup. La pub est moindre. J'ai pas gagné beaucoup d'argent parce que je suis pas un homme d'argent. J'ai voulu. Mais tu vis bien. Oui, mais je vis bien. J'ai une maison, j'ai des voitures. Je vis normalement. Je souffre pas. Le métier qu'on fait est un métier j'ai pas des comptes bancaires pour lui, mais j'ai des amis comme Yves de Bella quand j'ai faim. Il faut qu'on inscrive à l'Académie de la Mamaï. Mais merci beaucoup. Merci, mais quand je peux appeler Yves de Bella, Yves au Cameroun, dis donc, fais-moi un Orange Money, fais-moi un Mobile Money. Tu fais beaucoup d'actions charitables, surtout le Noël des enfants handicapés. Absolument. Voilà. Oui, grand frère. Oui, grand. Fais-moi un Orange Money. C'est vrai, j'en ai besoin. C'est Élisée qui gère la caisse. Non, mais je fais beaucoup d'actions parce que j'appelle mes amis. Aujourd'hui, avant de partir, je vais prendre le numéro, par exemple, du général Makosso. Quand je peux lui dire, général, j'ai une action où je dois offrir des chaises roulantes. Vraiment, général, avec ta prière, avec ton pouvoir de persuasion, est-ce que tu peux m'aider? Une chaise roulante coûte combien? Une chaise roulante coûte dans les 80 000 au Cameroun, par là. D'accord, donc je vous offrirai alors 10 chaises roulantes. Oh, le général! Mais est-ce que vous pouvez... quand? Je repars lundi. Lundi? Oui. Ok. Lundi, on se voit en geste là. Alors toi, tu es là dans le cadre du MISA, c'est ça? Je parle lundi très tôt le matin. Dans le dimanche, ça doit se faire aujourd'hui ou demain. Oh, mais merci, général. Vous voyez? Voilà donc comment moi grand geste. Je vous demande d'applaudir, vraiment. Il offre 10 chaises roulantes. Des Fargas qu'il est dans le cadre. Il fallait prendre 1 million de plus. Que Dieu te le rende au-delà de nos espérances. Oui. Je suis là dans le cadre de la NISA, qui est la nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel. La cérémonie de célébration donc des faiseurs de cinéma et de vidéo, en passant par les producteurs jusqu'aux acteurs, va avoir lieu ce soir à partir de 19h à Sofitel, Abidjan Hôtel Ivoire. Voilà, je suis l'invité spécial et c'est la première reconnaissance que j'obtiens de mon pays grâce à Patricia Claude Kalou et son comité d'organisation. Je voudrais leur remercier. Et parce que on a les Césars ailleurs, on a les Oscars ailleurs, tout près de nous au Burkina, ils ont commencé à initier les Sotigui d'or. Et je pense que c'est quelque chose qui manquait terriblement à la République de Côte d'Ivoire, qui, quoi qu'on dise, est une plateforme de la culture en Afrique. Et c'est important. Ce vide est comblé désormais et nous devons de toutes nos énergies, de toutes nos prières, accompagner le comité d'organisation, de toutes nos forces politiques. Merci grand, il est midi grand. Le comité d'organisation. À ce soir, grand. Merci infiniment. Nostalgie.